Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais important. On va vous informer sur la SOPFEU, la prévention des feux de forêt, la défense, le combat contre les feux de forêt. Avec nous, on a des gens du coin. Josée Poitras de Chambord, hein? J'ai appris mes choses. Tout à fait. Donc, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU. Bonjour Josée. Bonjour. Jean-Sébastien Cousineau, qui est agent de protection pour la SOPFEU. Bonjour. Et Léo Zech. Zech. On va l'avoir. Pompier forestier. Bonjour Pierre. Bienvenue, bienvenue, bien. Bon. Merci. Avant de commencer à parler de vous, de ce que vous faites, la SOPFEU. Je pense que c'est Josée qui serait peut-être la meilleure pour me répondre à ça. C'est quoi la SOPFEU? On entend ça, tu sais, bon, c'est le feu de forêt, mais c'est quoi exactement la mission de la SOPFEU? Bien, ça veut dire la Société de protection des forêts contre le feu, donc déjà, hein? SOPFEU. Ouais. Et oui, on protège la forêt contre le feu, mais nos objectifs, évidemment, avant tout, avant de protéger la première épinette, il faut s'assurer que les vies humaines ne soient pas en danger et également les infrastructures stratégiques. Pierre, est-ce que tu sais quelles sont les infrastructures stratégiques qu'on protège? Je dirais les sources d'énergie. Est-ce Oui. que ça se peut? Ça? Oui. Oui. Station d'essence, je sais pas. J'essaie de voir là, rapidement qu'est-ce que je veux pas qu'ils prennent en feu. C'est sûr qu'il y a comme une géométrie variable Ouais. selon les sites de feu où on va avoir à travailler, mais généralement, oui, les lignes hydroélectriques, Ouais. entre autres, l'électricité, c'est très important. Et on sait que le Québec est ratissé comme des toiles d'araignée avec les fils hydroélectriques, Ben oui. les centrales, évidemment, d'Hydro-Québec qu'on doit protéger, évidemment. Ensuite, on a les infrastructures stratégiques, comme par exemple les ponts, les chaussées. Ce sont des liens de communication très importants. Et d'ailleurs, sur chacun des feux, nos pompiers forestiers, les agents de protection vont tenir compte justement de ces infrastructures à protéger. Puis en dernier lieu, c'est sûr, un lieu de villégiature, entre autres, on est dans le secteur Maria Chapdelaine. On occupe la forêt, que ce soit au chalet, la chasse, la pêche. On protège la forêt contre le feu. Oui, c'est ça l'idée. Puis on fait la prévention aussi. Je pense déjà, toi, ton rôle d'agent de prévention, c'est l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de feu. T'sais. Bien, on va corriger agent de protection. Protection. Oui, et c'est pas la même chose. On a OK. plusieurs vocables au niveau OK, de la parfait, SOPFEU. j'aime ça, j'aime ça. Agente à la prévention et aux communications, alors c'est mon service, OK. c'est la prévention des feux de cause humaine notamment. Donc, Et- informer les populations, Oui, essayer exactement. de les aider, d'améliorer nos comportements comme citoyens pour qu'il y ait moins de feux de forêt. Ben voilà, parce que 80% des feux peuvent être évités. Ce sont des feux de cause humaine. Mhm. On se rappellera en 2020, dans le secteur Chute des Passes, un feu de camp laissé pour mort. Et on avait la photo, c'était très évident. Et ceci, quand même, dans le nord du lac Saint-Jean, Maria Chapdelaine, le tout avait brûlé plus de 50 000 hectares de forêt. C'est triste. Et en plus des chalets, des Oui, infrastructures c'est ça. qui étaient très importantes pour Je les comprends. gens qui bichonnaient leur chalet peut-être depuis 20, 30 et même 40 ans pour Ah oui, certains. Des projets de retraite, ils ont investi des gens. On l'aime, la forêt, ici, on l'occupe. Oui, C'est important. Puis des fois, on ne réalise pas que juste justement notre petit feu, notre petite mégot de cigarette qu'on envoie par la fenêtre, Ben voilà. tu sais, ça peut avoir des incidences là, dramatiques. Là, pour même la pratique du VTT. On dit toujours, le VTT, oui, il y a des sentiers aménagés, mais au chalet ou à notre camp de chasse ou notre camp de pêche, entre autres, dans le secteur de Chute des Passes, on va prendre Oui. cet exemple parce qu'on est ici à Dolbeau-Mistassini aujourd'hui. Eh bien, si on s'en va hors sentier, eh bien, on parcourt sur le passage avec le VTT des brindilles qui peuvent s'accumuler aux pièces chaudes du moteur, notamment le pot d'échappement, et ça peut être un feu de forêt. Ah oui, Et même la personne ne le sait pas. Oui, non. On ne dit pas que les gens sont négligents, insouciants. Ils ne le savent pas. Puis évidemment, à un moment donné, avec la prévention, eh bien, il faut avoir des mesures préventives. Comme l'année passée, c'est sûr que c'était exceptionnel, avec le Québec qui brûlait, presque Oui. l'ensemble du Canada. La L'évacuation forêt était de- fermée. Ben oui, l'évacuation de Chibougamau, je pense que ça a marqué tellement les esprits. Je pense que ça... Ben, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça va nous avoir aidé collectivement à se sensibiliser. Mais c'est triste qu'il faut passer par des drames pour en arriver là. Bien, souvent, c'est ça. Hein. Mm. Lorsqu'on est touché, par exemple, par un événement particulier, un tremblement de terre, noyade, feu de forêt, eh bien, on redouble de prudence. Ouais. Comme quand on dit à un enfant, touche pas au poêle parce qu'il est chaud, ben, tant que c'est pas brûlé, il va essayer d'y toucher. Absolument. Et puis, la différence avec agent de protection, alors OK. si on revient avec le titre de Jean-Sébastien Cousineau, agent de protection, là, on est vraiment au niveau du combat des incendies, de la planification, de l'anticipation sur le terrain. Oui, tout à fait. Bien, dans le fond, le but principal d'un agent de protection, ça va être de soutenir les pompiers
ils vont être nos yeux au sol, directement sur les feux de forêt. Nous autres, par la suite, là, on va établir une certaine logistique et on va être aussi en constante communication avec eux par des radios, des répétitrices qu'on appelle, là, qui sont placées un petit peu partout au Québec. Mais là, toi, quand tu fais ça, t'es sur le terrain proche du feu ou t'es dans un bureau avec un ordinateur, un avion qui te dit quoi? Non, mais tu sais, moi, je pose peut-être des questions niaiseuses, mais j'ai le goût de comprendre. Non, il n'y a aucune question niaiseuse là-dessus. Écoutez, ce qui est plaisant dans notre type d'emploi, oui, on va être appelé à faire notre travail dans un bureau, mais on peut aussi se ramasser, se rendre directement sur le terrain, aller voir nos pompiers, aller faire des visites terrain, voir comment que ça va. Mais comme je vous ai dit là, au début que j'ai pris parole, là, nous autres, on fait vraiment confiance aux pompiers, qu'eux sont nos yeux sur le feu. Terrain. Exactement. Toi, tu les organises. Donc, il faut que tu aies une très bonne compréhension du territoire, j'imagine? Oui, tout à fait. Puis quand on va parler, tu sais, qu'un pompier forestier, aussitôt qu'on va avoir un appel, une alerte, comme on va dire, ces pompiers-là, eux autres, ils vont se déplacer soit par hélicoptère ou par camion. Okay. Habituellement, quand l'hélicoptère va décoller systématiquement, il va y avoir un camion qui va partir aussi. En même temps. Fait que nous autres, c'est bien, là, on va parler avec le pompier qui est à bord de l'hélicoptère, que lui, il va pouvoir nous émettre le rapport préliminaire là, à l'approche du lieu d'incendie. Par la suite, nous autres, c'est sûr qu'il faut... on a toutes sortes de petites caches qu'on appelle, qui sont placées à des endroits stratégiques là, dans le Québec. Oui, exactement. Okay. Puis à l'intérieur de ces caches-là, on va avoir du matériel de suppression, mais aussi des drums qui vont avoir, on appelle ça du Jet A. Des drums, c'est des barils. Des gros barils, okay. Oui. Eux autres, ils contiennent du Jet A. C'est le fuel qui est utilisé pour les hélicoptères. Ah, OK. Ça veut dire que, placés stratégiquement, eux autres, ils vont pouvoir reprendre l'hélicoptère pour aller faire le plein. Sans avoir à revenir, donc à parcourir. Tout à fait. Puis l'utiliser à bon escient pour le lieu de l'incendie forestier. Okay. Et vous savez, c'est très technique hein, au niveau du combat des incendies et vraiment surprenant. On dirait que tant que tu ne travailles pas à la Sopfeu, moi je pensais avant d'arriver à la Sopfeu, c'est ma 14e saison, bon, une alerte, feu de forêt, on éteint ça, puis le lendemain, on passe à autre chose. Mais non, il y a des feux qui peuvent nous prendre une centaine de jours à éteindre correctement. Ouais. Et puis, il y a un calcul qui se fait. Nos pompiers voyagent en hélicoptère, mais il y a l'espèce de calcul de mission type aussi, là. Oui. Avec le carburant, le poids des pompiers, oui. Exactement. On a des types d'hélicoptères. Okay. Évidemment, il y en a qui vont pouvoir lever une charge supérieure. On a toujours, on va parler d'un modèle qui est le B2. Okay. C'est un type d'hélicoptère qui a déjà une bonne capacité de charge. Ça veut dire que nous autres, ça va nous permettre d'embarquer un chef de lutte plus 3 autres pompiers. Le chef de lutte étant pompier lui aussi. OK. C'est lui qui gère l'équipe. Effectivement, okay. C'est ça. Lui, il va prendre le feu à sa charge. Ça va être lui qui va prendre les décisions, là, stratégiquement, comment attaquer le feu. Puis ce qui nous permet, avec des hélicoptères qui sont plus forts, bien, ça nous permet d'apporter plus de matériel. Mm-hmm. Habituellement, là, on a une motopompe, on a un Pulaski, on a un sac de tuyaux. On va revenir, ça m'intéresse. Fait que dans l'éventualité, là, dans le meilleur des mondes, on essaye d'apporter 20 tuyaux avec notre kit complet. OK. Qui nous donne 2000 pieds de boyaux. De boyaux. Oui. Mais là, dans ton hélicoptère, tu as beau avoir 2000 pieds de boyaux, ça prend de l'eau pour atteindre. Effectivement. C'est-tu là où... On est-tu déjà rendu à la pompe? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, Notre grande chance qu'on a, Pierre, dans nos forêts, c'est qu'on a beaucoup de lacs. Mm-hmm. Ce qui nous permet d'utiliser beaucoup plus la motopompe qu'on va parler, admettons, de l'Ouest canadien, qu'on retrouve très peu de lacs. OK. Puis, comme tout le monde sait, la meilleure façon de combattre le feu, ben, c'est avec de l'eau. Ouais. Fait que oui, c'est la motopompe et tout. Ça permet d'aller chercher l'eau directement.
Dans notre rapport préliminaire, justement, on a une petite ligne qu'on doit dire à l'agent de protection la distance du point d'eau. OK. Oui, qui va nous permettre une évaluation certaine de combien de temps que ça va prendre avant de pouvoir attaquer le feu avec de l'eau. Puis tu sais, tu dois avoir une connaissance fine, en fait, de la géographie, dans le sens, oui, les points d'eau, mais j'imagine la courbe, la montagne, la colline, et là, ça va passer, le feu risque, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, et aussi de la météo, parce que le vent, le niveau d'humidité, c'est toutes des choses à lesquelles tu dois réfléchir, là. Tout à fait. C'est drôle que tu me parles de ça. Nous autres, on a de quoi qui nous tient vraiment à cœur, c'est le travail d'équipe. Le pilote d'hélicoptère, c'est pas seulement un pilote qui va conduire un autobus puis qui va nous apporter à un feu puis qui va nous déplacer d'un endroit à l'autre. Avec lui, eux autres, ils sont très bien formés côté météo aussi, qui peuvent nous donner. On a nos indices personnels à la SOPFEU. Mais il y a aussi notre pilote que lui, il connaît la vitesse des vents, la direction des vents, les orages qui peuvent venir. Fait que c'est un bon moyen de travailler conjointement avec notre pilote là, pour avoir des informations supplémentaires. Puis justement, au niveau de comportement de feu, parce que le tout est relié à des facteurs météo, évidemment, l'intensité des feux, eh bien, Québec, le siège social de la SOPFEU est à l'aéroport Jean-Lesage et nous avons un service de météorologie spécialisé. Donc, on a des météorologues. Ouais. L'image qu'on fait, ce n'est pas Météo Média là, qui nous dit que le temps va être modéré, chaud et humide. Oui, on peut en prendre connaissance, la météo, mais le comportement de feu, il y a même des météos spécialisés qui sont demandés pour des feux qui représentent des problématiques. Oui. Donc, au niveau de la SOPFEU, de façon géographique, elle est répartie avec le siège social qui est à Québec. Et ensuite, si on prend la carte du Québec, elle est séparée en 3 tranches. Alors, on a à l'ouest, la direction régionale de l'ouest, on peut penser à Val-d'Or, jusque dans la vallée de Gatineau. Okay. La région centre, la direction régionale est à Roberval. Okay. La région centre touche Chibougamau-Chapais, évidemment, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, Capitale-Nationale, Charlevoix, jusqu'aux lignes américaines pour la partie sud du fleuve Saint-Laurent. Et le reste, c'est l'est du Québec qui est à Bécomo. Oui, parce que tu parles du sud, là, je fais, c'est vrai, il y a des feux aussi, des fois, dans le sens où, dans ma tête, les feux étaient juste au nord ou dans la Grande Forêt, mais oui, vous intervenez partout au Québec. Oui, bien, le portrait météo, la neige fond d'abord au sud, dans la partie sud du Québec, et la problématique des feux de forêt au sud du fleuve Saint-Laurent, pour ainsi dire, si on prend la Montérégie, l'Estrie, eh bien, ce sont des feux de printemps qu'on appelle. Alors, tant que la végétation n'est pas arrivée, que les feuilles n'ont pas fait leur apparition aux arbres, c'est un taux propice de facilité d'allumage. Ouais. Et là, c'est vraiment des feux 100% de cause humaine parce que souvent, c'est la personne qui décide de faire le nettoyage de son terrain. Alors, on peut penser à la personne qui veut brûler son terrain ou qui s'installe pour un feu, perd le contrôle de son feu et peut mettre le feu à la forêt. On a même des cas où la personne avait tellement perdu le contrôle de son feu qu'il y avait des infrastructures du voisin qui avaient été la proie des flammes. Donc, ça fait partie de la carte géographique et aussi de l'aspect météo concernant le combat des incendies qui est très important, en plus de nos pilotes. Tout à fait. Est-ce que José parlait, là, on va appeler ça la verdure, tant aussi longtemps que notre pelouse à la maison, elle reste jaune. Les dangers sont beaucoup plus élevés. Oui. Lorsque les feuilles vont sortir des arbres aussi, qu'on va pouvoir parler tout à l'heure, là, on parle des fois de coupe-feu naturel, le feuillu, fait que la verdure. Là, puis pour revenir un petit peu à ce que José parlait tout à l'heure, on parlait de météo. Les pompiers, à tous les matins, eux autres, ils vont faire une préparation quotidienne. Je ne sais pas, Léo, si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, parce que là, je veux y arriver à toi, parce que là, on prépare, on analyse, on planifie, mais c'est toi qui es dans le feu. Exact. Fait que chaque matin, mettons, on se réunit tous ensemble, puis généralement, c'est quelqu'un qui est désigné, le chef d'équipe, le plus gradé, entre guillemets. Il va évaluer, on a un système informatique qui s'appelle GeoFeu. Là-dessus, on va chercher tous les indices, la station météo, avec les indices forêt météo les plus élevés, qui présentent le plus de risques de feux de forêt, plus d'intensité. Puis on va pogner 7 stations météo comme source. Puis on va avoir tout ce qui est indice de combustible léger, les différentes couches du sol, etc., vitesse des vents,
humidité relative, température. Puis avec ça, on arrive à savoir s'il y a Si fortement on de va risque. passer une petite journée relax Exact, c'est aussi. ça. Non, Ou s'il y a mais- de bonnes chances. On arrive aussi à voir s'il y a de la foudre de prévu, s'il y a de l'eau qui est tombée avec des Ouais. impacts de foudre. Fait que ça peut jouer aussi s'il y a de la foudre qui est tombée dans des milieux secs sans pluie. Ça peut initier aussi beaucoup de feux de forêt. Fait qu'on arrive à aligner notre journée là-dessus. Puis avec ça, c'est là-dessus que le déploiement, puis que les gens, le matériel se préparent pour la journée. OK. Et se préparer pour la journée, ça ne veut pas dire se préparer pour la journée parce qu'il est rattaché à la base d'opération de Roberval. Ouais. Exact. On peut partir en hélicoptère sur une alerte, puis le soir coucher totalement ailleurs, Ouais, puis c'est le lendemain repartir sur une autre alerte, sur un autre feu. Parce que puis- quand on combat, c'est jour et nuit, là. Quand on Non, est- pas de nuit. Non, C'est on combat pas de nuit. de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil, si je ne me Pourquoi? trompe pas. Les hélicoptères au Québec ne peuvent pas voler en dehors de ces heures-là. Ah, Oui. Et Et comme également, c'est des questions de santé-sécurité Exact. parce que travailler la nuit, oui, on peut dans un complexe, dans une municipalité, par exemple, notre service d'incendie, Oui, oui. si la maison est la proie des flammes, il ne nous dira pas « je viendrai demain matin Ben non. éteindre votre résidence ». Non, c'est pas trop dangereux. Ouais. Sauf que sur un terrain accidenté, la nuit, c'est différent. Et en plus, il y a les facteurs météo. Ouais. Alors, on sait que au niveau du soir, l'humidité relative va être plus importante. Et avec le fait qu'il y a de la noirceur, donc il n'y a plus de soleil, le feu va baisser un peu de son intensité. OK. Donc, il va y avoir moins de dommages. Le feu, oui, va continuer à faire rage, mais va moins avancer que dans le jour. Puis là, le matin, tu te lèves, tu apprends tout ça. Là, à go, il y a un feu. Là, non, mais ça prend de l'adrénaline, mais ça prend du sang-froid. Exact. Puis, tu sais, tu parlais de l'importance de l'équipe, mais je pense que c'est là-dessus que vous vous basez, vous avez votre formation, mais vous savez qu'ensemble, tu sais, Mhm. on va à la guerre. C'est un travail d'équipe, puis c'est aussi la préparation. Le mieux on est préparé, puis le plus de sang-froid qu'on a. Là, fait que c'est pour ça que la préparation quotidienne, chaque matin, est importante là, pour savoir comment s'aligne la journée. Ouais. Puis une fois que le matériel est prêt, que la préparation quotidienne a été faite, qu'on sait sur quoi s'aligner, c'est tout de suite plus rassurant aussi de partir sur une alerte, puis d'être prêt, de savoir ce qui nous attend sur place. Puis là, la question va peut-être être malhabile, mais tu sais, c'est ton métier, là. Est-ce que quand tu pars, c'est enivrant, c'est épeurant, c'est exaltant? Tu sais, non, mais c'est quoi ton feeling dans ta tête, là, quand tu sais, t'arrives, là, puis là, vous partez, ça va, mais là, vous commencez à arriver, puis tu fais, OK, là, dans une demi-heure, on est dans le feu, là. C'est quoi Ben, ton... le rush de partant de la base en se dirigeant vers l'hélicoptère pour embarquer, là, c'est vraiment le fun. Là. En plus, on est souvent comme une grande famille, là, fait qu'on est tous avec des gens avec qui on s'entend très bien. On Ah, embarque ouais. dans l'hélicoptère ensemble. Vous sentez Puis là, que c'est ouais, servi, exact. là, Fait qu'il y a quand même un petit stress qui règne, c'est normal, de l'adrénaline, puis on est content d'y aller parce qu'on aime ça, c'est notre passion. Puis c'est ça, on se concentre aussi beaucoup sur ce qu'on va faire. Le chef d'équipe il nous dit, OK, toi tu vas être responsable de la pompe, toi tu vas prendre telle affaire. On sort en hélicoptère, puis on prépare déjà le plan d'action dans l'hélicoptère. La répartition des exact. tâches. Pour que quand on arrive sur place, ce soit efficace. Puis Puis, tu sais, moi, j'ai déjà vu une maison brûlée dans une ville, puis c'est impressionnant. Mhm. Mais j'imagine que quand tu arrives dans un feu de forêt, puis que c'est gigantesque, là, tu sais, ça doit quand même être impressionnant. Tu as l'impression de se battre contre Goliath. Là. ouais, ben, on n'intervient pas toujours sur le front de flamme à la tête du feu. OK. Là. Généralement, les avions citernes vont nous donner un bon support là-dessus. Là. OK. Fait qu'ils vont abattre les flammes, puis c'est ce qui va nous permettre de rentrer sur le terrain par la suite. Là. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu rentres sur le terrain? Pareil, en hélicoptère, on va faire un survol de reconnaissance pour avoir une bonne image de vers où on s'en va là. On ne va pas y aller tête baissée Ouais. à fond. Là. Fait que on va beaucoup de reconnaissance, les points d'eau, quel point d'eau prendre, pourquoi on prend aussi en compte le relief. Là, si un point d'eau plus proche mais moins accessible, ça va être différent aussi. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en compte. Puis une fois qu'on a notre plan, l'hélicoptère nous dépose généralement dans des places où personne n'a marché parfois. Ben oui, non, mais C'est ça qui est le fun aussi là. Puis c'est ça, de là on débarque tout. L'hélicoptère s'en va avec le chef. Il garde un contact visuel. C'est vraiment notre repère des airs. Là. C'est lui qui va nous dire OK, les vents changent, le feu devient Vous avez comme des vraiment CB intense. ou Ouais, exact, des radios portatives. gars comme ça, là? Exact, ouais, comme OK. ça. Puis on est en communication radio constamment les uns avec les autres. C'est vraiment le côté sécuritaire là, qui OK. prime. Là, Puis toujours là, être, vous mettez la pompe à l'eau, vous arrosez, là, vous creusez des tranchées, je sais pas. Ouais, généralement, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la pompe. OK, Ouais, ça, c'est ça, là, c'est Ouais, ce qu'on exact. a là. OK. Généralement, on commence tous ensemble. Là. Généralement, on se fait déposer au point d'eau. OK. Fait que là, on met en place la pompe, le succion. Puis là, il y a quelques personnes qui commencent à étendre du tuyau vers la pompe. OK. Puis il attend le go à la radio. Puis dès que le chef a donné le go, il démarre la pompe. Puis l'eau s'en va directement dans les boyaux. Puis quelqu'un est déjà prêt avec la lance. Puis on OK. commence à progresser. Donc là,
on rabat les flammes dans un premier temps pour consolider et éviter qu'ils continuent à progresser. On déroule la hausse au fur et à mesure, on suit les contours du feu. Puis c'est ça. Parce que l'idée, c'est de circonscrire le feu puis comme Oui, l'enfermer sur c'est lui-même. Hein? Fait que généralement, on est la première équipe arrivée quand on est sur l'hélicoptère, mais on sait toujours, comme Jean-Sébastien l'a dit tantôt, il y a un pick-up qui suit avec une deuxième, voire une troisième équipe. OK. Fait qu'ils vont nous assister là-dedans, puis une fois sur place, on va être plusieurs équipes. Là, fait on n'est pas souvent seul sur un feu de forêt. Donc, il y a des phases de combat et vous allez essayer tout d'abord de contenir le feu? Oui, exact. En progressant tuyau par tuyau, en faisant du 1 à 2 mètres minute, pour vraiment éteindre les premières flammes sans trop consolider, perdre de temps pour éviter qu'en avant, ça s'échappe de trop. Et une fois qu'on a rencontré les deux équipes, qu'on a bien contenu le feu, on va faire une maîtrise arrière pour vraiment consolider la bordure. Exact. Donc, contenir le feu lorsqu'on entend dans les médias ou que les gens vont voir sur notre site web, le feu est contenu. Ça veut dire qu'on a du moins temporairement arrêté sa progression. Il n'est pas sous contrôle, il pourrait même être hors contrôle selon les conditions de feu, selon la configuration du terrain. L'autre phase du combat, c'est la maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est que... Puis là, vous allez être déçus. Si on vous invite sur un feu et que le feu est maîtrisé, là, vous allez dire, ah, ben là, José, il n'y a pas de feu, c'est plat. Alors, c'est que sa combustion est presque stoppée de façon définitive, mais là, il faut aller faire justement d'autres opérations sur le feu, puis c'est pas terminé, il peut y avoir plusieurs fumées résiduelles. Tu peux expliquer comme José l'a dit, la première étape, c'est de contenir le feu, vraiment rabattre toutes les flammes, puis après, on tombe dans la maîtrise. Donc là, c'est vraiment des points chauds persistants qui restent au milieu du feu. Il n'y a plus tant de flammes que ça, là, c'est vraiment toutes les opérations. Exact, c'est ça, dans les racines, etc. Donc là, il y a... Généralement, le matin, sur des feux, en général, il y a un thermographe qui passe dans l'hélicoptère tôt le matin. Et là, il relève les points GPS de chaque point chaud sur le feu. Ah ouais. Donc là, le matin, il transmet ça au chef de secteur, au chef de lutte. Et le chef, exact. Fait que le chef de lutte nous transmet tous les coordonnées, tous les points GPS à chaque équipe. Puis chaque équipe a une mission dans la journée. Donc ça, c'est quand le feu est maîtrisé. Il y a toujours un travail qui se fait, mais c'est plus autant impressionnant que le premier jour quand tout est en feu. Ouais. Mais c'est la partie la plus importante, parce que selon les indices météo, les canicules, l'humidité relative qui baisse, ça peut repogner là, puis on a déjà vu des points chauds là, le feu tranquille, puis ça repogne en feu là. Ça reste dans du brûlé, ça reste où il y a moins de combustible à brûler, parce que ça a déjà été brûlé une fois, mais ça présente quand même un danger de reprise du feu. Puis il pourrait même y avoir de la foudre qui retombe dans la même zone de feu. Puis, dans des feux plus importants, il peut même avoir des situations de pyrocumulus où le feu va faire son propre climat, va refaire des nuages et ça va être de la foudre sèche et il va rallumer. Ah, OK, oui. Et étendre son feu. Avec toutes les particules émises dans l'air. Émises dans l'air qui vont retomber au sol. Qui vont... Exactement. Puis pour juste revenir là, un petit peu à la maîtrise, là, quand on parle qu'un feu est maîtrisé, oui, il est supposé sortir de son emprise. Mais le pourquoi qu'il ne sortira plus de l'emprise, c'est justement que les pompiers vont avoir travaillé vraiment tout autour. Puis on va dire de 1 à 2 mètres minimum, il ne va plus avoir aucun point de convection, de chaleur. Oui, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune fumée qui va être collée directement avec le verre qu'on appelle, le combustible non brûlé, la forêt en tant que telle. Ça veut dire que toute la bordure elle va être solidifiée à ce moment-là. Le chef de lutte va pouvoir dire que le feu est maîtrisé. OK. Quand il arrive des drames, un peu comme l'an passé à Chibougamau, non, mais c'est une grosse décision de dire, hey, là, on évacue la ville. C'est parce qu'on sent qu'on n'est pas capable d'arriver à maîtriser le feu ou on a peur de perdre le contrôle? Ou Comment vous décidez ça, en fait, là? Bien, c'est pas la SOPFEU qui va décider d'évacuer. OK. C'est que la SOPFEU est en étroite collaboration avec les communautés qui sont menacées. Okay. Il y a des rapports quotidiens qui se font d'heure en heure ou de jour en jour. Ça dépend de la situation du feu. Et lorsqu'on parle d'évacuation, c'est que nous, selon la météo, selon le comportement du feu, on était capable de dire à la municipalité: prochainement, selon le prochain cycle de brûlage, on n'est pas en mesure de vous dire qu'on va être capable de protéger et que le feu n'entrera pas dans vos portes. Alors, à ce moment-là, les autorités municipales, la sécurité civile également, mais c'est vraiment la municipalité qui décide, on évacue de façon partielle ou de façon complète.
OK. Parce que ça reste un traumatisme collectif là, pour les gens de Chibougamau que je connais. Là, quand ça arrive, de tout laisser, on pense aux gens de Jasper cette année aussi. C'est pas facile pour personne d'entendre puis de suivre la décision puis de quitter là, ton domicile où ce que ta vie elle est, etc. Là. Oui, Sébastien, tu étais là, toi, à Chibougamau, lorsqu'il y a eu évacuation? Et effectivement, l'année passée, moi, c'est tout nouveau. Là, depuis cette année, je suis agent de protection. Auparavant, j'ai fait 5 ans de pompier forestier. Okay. Puis juste avant ça aussi, j'ai fait 16 ans de combattant. Okay, je pourrais vous expliquer un petit peu plus là, tout à l'heure lors de l'émission. J'aime ça. Ah, OK. Puis j'en reviendrai avec Chibougamau. Avec Chibougamau, dans le fond, à la Sopfeu, là, pour les personnes qui vont être sur le terrain, on va avoir des combattants qualifiés. Ces combattants qualifiés-là, ils sont engagés par une compagnie sous-contractante de la Sopfeu. Okay. Que la Sopfeu engage cette compagnie. Par la suite, eux autres, quand on va avoir du débordement ou qu'on va avoir du déploiement agressif, les combattants vont être appelés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas considérés comme des saisonniers, comme les pompiers forestiers. Les pompiers forestiers, eux, s'il n'y a pas de feu, ils vont quand même rentrer à la base, faire de la pratique, etc. Puis ils vont être rémunérés pour leur travail saisonnier. Tandis que les combattants, eux, ils vont être sur appel. Quand ils vont être appelés, ça va être pour venir en renfort aux pompiers. C'est un peu comme l'idée de pompiers volontaires dans les municipalités? Ou... En fait, ça peut ressembler un petit peu. Par contre, je vous dirais qu'au niveau du travail effectué, à part peut-être là, quand on est chef d'équipe, chef de lutte, etc., on va avoir d'autres responsabilités. Mais en tant que tel, là, ils vont avoir le même but qu'un pompier qui va être combattant, un pompier combattant aussi. Eux autres, ils vont avoir le même but que nous autres, qui est d'éteindre le feu, puis on va faire le même travail au sol. OK. Fait que oui. Fait que vous les connaissez, ils arrivent, vous êtes content de les voir, j'imagine. Oui, exact. On les considère comme des collègues un petit peu. Oui. C'est vraiment des gens avec qui on travaille, on fait la même job. Là. Juste qu'on n'a pas le même statut, mais la job est la même. Puis... Puis ils ont une formation à toute... moi, je donne la formation. Et oui, ils ont une formation là, à chaque début de saison. La formation va être 2 fois plus longue pour les premières années. Mais c'est toujours un rappel. Niveau, là. Exactement, c'est un rappel, puisque on est appelé à juste travailler l'été. Parce qu'il n'y a pas de feu l'hiver. Non, mais je pose la question. Ça peut couver dans des andins puis redécoller après l'hiver. Ça l'a déjà arrivé. Mais non, effectivement, là, le fait qu'on ne travaille pas durant l'hiver, c'est juste pour remettre à jour, remémorer les techniques, etc. Fait que c'est ce qu'il y en est là, des combattants versus les pompiers, là, si des fois là, vous voulez savoir la différence. Okay. Fait que je reviens à Chibougamau. Oui. Pas perdu mon fil. Pour en venir à Chibougamau, excusez-moi, des fois j'aperçois la parole un peu facile. C'est parfait, on aime ça. Pour ce qui est de Chibougamau, oui, effectivement, quand on prend la décision, quand la décision est lancée d'évacuer, il ne faut rien prendre à la légère. Parce qu'on le sait que les personnes, ils ont de la peine, ça lui fait de quoi de quitter. Oui, ça vous met quasiment plus de pression. Là. Exactement, oui. Mais en même temps, ça nous donne une certaine énergie pour... comme un regain d'énergie encore pour travailler le lendemain, etc. Là, tous les jours suivants. On donne toujours notre 100% là, dans le but que ces personnes-là puissent revenir à la maison et que la maison soit sain et sauf. C'est très important. Par contre, nous autres aussi, on a des familles, des amis, des proches. Oui, vous ne pouvez pas mettre votre vie en danger non plus. Et lorsque, je prends exemple à ma mère ou... ils vont m'appeler puis ils vont me demander, OK, oui, tu es à Chibougamau, mais là, tout le monde la ville est évacuée. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je reste là, je reste là combattre. Fait que, il y a toujours une inquiétude au niveau de notre famille, au niveau de nos proches. Mais on travaille toujours sécuritairement, ce qui est une des valeurs les plus importantes à la Sopfeu. Ben oui. Fait que oui, mais ça nous donne un certain regain d'énergie dans le but que la population puisse revenir. Okay. On arrête pour prendre la pause, puis on vous revient. Ne manquez pas la suite. On va parler de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, pour qu'il y en ait moins de feux? L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les bénévoles donnent de leur temps en s'impliquant avec cœur pour enrichir la communauté. Le 5 décembre, joignez-vous à nous pour célébrer leur dévouement et leur générosité. La Journée internationale des bénévoles pour ensemble faire une vraie différence. Moi, je m'implique bénévolement auprès de ma municipalité à Sainte-Jeanne-d'Arc. C'est surtout au niveau des loisirs. Je suis conseillère municipale aussi. Mais moi, là, mon dada, c'est un peu là, les jeunes familles, les enfants. Fait que ça, j'adore ça. Je m'implique au niveau de la fête de l'Halloween, de Noël, puis de différentes petites activités là, ponctuellement au courant de l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est une façon d'exploiter, de partager mes forces, mes compétences, mes habiletés dans un but d'entraide et de réalisation de soi. Donc, c'est un engagement social dans lequel je choisis de m'investir selon mes intérêts, mes goûts, selon mes disponibilités aussi. Fait que ça m'apporte un sentiment d'accomplissement personnel, de valorisation. C'est un beau sentiment d'appartenance aussi parce que ça me permet d'apporter une petite touche de ma personnalité dans ma municipalité, ma couleur aussi. Fait que c'est super gratifiant. Je trouve que le bénévolat, c'est de faire partie un peu d'une équipe ou même d'une famille parce que tout seul, on ne peut pas arriver à créer grand-chose. Mais quand on combine les compétences de plusieurs personnes en même temps, c'est là qu'on réalise des beaux projets. Puis c'est là qu'on crée de la magie. Pour une municipalité, les bénévoles, c'est super important. Ça permet de dynamiser la communauté, ça permet d'apporter des nouveautés, de créer des belles activités. Puis plus il y a de personnes qui s'impliquent, bien, plus on peut réaliser des projets, plus on peut créer d'activités. Puis plus c'est le fun pour les familles, pour les personnes de tout âge. Fait que moi, je vous invite personnellement à vous impliquer. D'ailleurs, à Sainte-Jeanne-d'Arc, on va redémarrer le nouveau comité des loisirs. Donc, si vous voulez apporter vos idées et votre petite touche, bien, c'est le moment. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On est de retour. Je vous rappelle aujourd'hui qu'on parle de prévention des feux de forêt avec les gens de la SOPFEU. Bon, on a parlé un peu là, de feux, de vos métiers, comment ça fonctionne. Maintenant, tu disais 80% des feux sont d'origine humaine. Oui. Donc, comment nous, moi, comme citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on sait, là, on l'occupe la forêt. Là. Il y a des chalets, des camps de chasse un peu partout sur le territoire. Comment on peut, comme citoyen, vous aider, en fait? C'est un peu pour ça qu'on vous a fait venir aujourd'hui. On voulait comprendre, mais on veut aussi vous aider.
Oui, parce qu'il faut faire un effort commun pour protéger la forêt contre le feu, parce que ce sont tous les utilisateurs de la forêt, que ce soit des travailleurs en forêt. Oui. Donc, on dit à nos travailleurs forestiers de protéger la forêt contre le feu, parce que vous savez, les machineries forestières peuvent même mettre le feu à la forêt. Okay. Donc, ils ont des critères aussi, les travailleurs forestiers, ils tiennent compte du danger d'incendie, les pièces mécaniques, le frottement, par exemple, d'une pièce mécanique à une roche pourrait mettre le feu à la forêt. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on demande à nos forestiers de sortir de la forêt, d'arrêter les travaux pendant certaines périodes de la journée ou sinon 24 heures de la journée. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais sauf que nos forestiers, eux, disent oui, on les respecte ces mesures-là parce qu'ils protègent leur gagne-pain. Ben absolument, c'est ça. Ça, c'est une chose. Ensuite, le fameux feu de camp. Oui. La population, oui, on aime ça, faire un feu de camp, on s'amuse, mais un feu de camp, il faut juste l'éteindre correctement. On entend souvent, on fait notre party, les enfants ont mangé les guimauves, on envoie coucher les enfants. Puis là, tu entends tout le temps quelqu'un qui dit « Pierre, mets plus de feu dans le bois, mets plus de bois dans le feu plutôt. Ouais. » L'inverse. On va le laisser mourir. On va le laisser mourir. Ouais. Non, il n'y a jamais personne qui dit « faut le faire mourir nous-mêmes. » Oui, c'est ça. Donc, il faut l'éteindre correctement. Déjà, 10 litres d'eau, là, ça suffit. Puis si tu n'es pas certain que ton feu est éteint, là, la vraie expression, je mettrai ma main au feu. Là. Si tu n'es pas sûr de mettre ta main sur les braises, arrose encore. OK. Et ça aide beaucoup. Ah, ben c'est le feu de camp mal éteint. Autrement... Puis même si, mettons, moi, j'ai une grosse tube chez oui. nous à feu, là, on fait ça pareil, parce que ça peut sortir le vent. Par étincelle. Par étincelle. Par étincelle avec un grillage dont les orifices font moins de 1 cm par 1 cm. Donc, c'est quand même relativement petit. Ou sinon, le fameux foyer aménagé qu'on voit dans n'importe quelle quincaillerie, par exemple. Okay. Également, le feu à ciel ouvert ou le fameux feu de camp, il faut s'informer de la réglementation municipale parce que la réglementation municipale peut être même très sévère. Il y a certaines municipalités qui disent, par exemple, au printemps, vous ne pouvez pas faire de feu pour nettoyer votre terrain, vous ne pouvez pas brûler votre gazon. On a de la récupération, on a des centres de tri. Mais y a-t-il vraiment des moments où on peut brûler notre gazon? Non. Non, c'est ça. Jamais. Parce que jamais. J'ai jamais compris cette idée-là. Alors, on a des périodes où on dit aux personnes, le danger d'incendie est très important, on vous suggère de ne pas faire de feu, etc. Ensuite, on a des solutions très écologiques maintenant. Dans les éco-centres, on peut faire du compostage. Les matériaux secs, on peut aller les déposer justement dans des centres de tri. Alors, lorsqu'on tombe en situation de feu et de sécheresse, là, il faut suggérer des mesures préventives qu'on appelle la fameuse interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Alors, ça, c'est un décret de la ministre responsable de la forêt qui, donc, accepte sous les recommandations de la SOPFEU. Le ministère voit que la situation est en train de, peut-être pas de se dégénérer pour le moment, mais on pourrait augmenter notre capacité d'intervention qui fait en sorte qu'on a déjà des feux en activité et qu'on ne veut pas avoir d'autres feux de cause humaine ou sinon des feux de foudre. Ouais. Alors, interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de la forêt. Il faut s'informer. Il y a des gens, des fois, qui ils ont dans l'idée qu'ils vont faire un feu. Je vais faire un feu. Alors, j'ai mis des roches autour, là, ça va être correct. Là. Non, mais il faut prendre le temps, je pense, aussi de s'informer correctement puis de respecter, parce que c'est pas juste pour vous, c'est pour les autres. Exactement. Puis le feu à ciel ouvert fait en sorte que dans certaines municipalités, c'est carrément interdit. Ouais. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je peux, en plein centre-ville, que ce soit à Dolbeau, à Alma ou à Roberval, on n'est pas vraiment en forêt. Mais informez-vous de la réglementation municipale. Okay. La cigarette également, eh bien, au niveau de la pratique de la cigarette, on le dit, il faut éteindre le mégot correctement. Et par ailleurs, la pratique du VTT ou toute utilisation du feu en forêt ou proximité de la forêt. Toute lumière incandescence, par exemple, si une personne décide de faire de la soudure, par exemple, à l'extérieur, ben ça dégage des étincelles et ça pourrait mettre le feu à la forêt. Les fameux feux d'artifice, donc souvent à la période de la Saint-Jean-Baptiste, il y a un taux d'assèchement, puis quelquefois, il y a interdiction de faire des feux à ciel ouvert. C'est bien dommage pour certaines municipalités ou des organismes bénévoles qui décident de faire des activités, mais on ne veut pas augmenter notre charge concernant les éclosions de feu qui pourraient surgir en cette période de sécheresse. Là, je vais vous aider. Je vais dire quelque chose au public. Pour la cigarette, j'ai un très bon truc. Vous devriez arrêter de fumer. En plus, c'est pas bon pour votre santé.
Et on est dans une région de cueilleurs de bleuets. Souvent, Oui. on a beaucoup de mouches en forêt et les gens décident d'utiliser la cigarette. Alors, ce qu'on dit aux gens, asseyez-vous correctement si vous voulez faire de la fumée avec votre cigarette pour éloigner un peu Ouais. les mouches pendant la cueillette des bleuets. Et il faut éteindre le mégot avec de l'eau ou sinon l'écraser sur une roche. Et là, notre œuvre pour l'environnement, il faut ramasser le mégot de cigarette, ne pas le laisser dans l'environnement, évidemment. Tu parles de bleuetière, là, mais il n'y a pas eu une mode à un moment donné où on disait, ben là, le bleuet, ça pousse mieux quand le feu a passé, puis là, le monde mettait le feu à la bleuetière. Là. Bien, ça, c'est du brûlage industriel. Industriel. Ça existe encore, OK. mais la façon de brûler est différente que ce qu'on voyait autrement. Puis comme ils contrôlent, ils savent contrôler ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Puis, OK. on a des demandes de permis de brûlage industriel. Et lorsque la situation s'envenime, si on a fait la délivrance de brûlage industriel, que ce soit des matières à brûler, par exemple, lorsque une entreprise décide de faire du brûlage pour quelque raison que ce soit, mais que c'est commercial, notamment ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a les bleuetières. Dans la partie sud du Québec, entre autres dans l'Estrie, il y a des vignobles et aussi il y a des producteurs de pommes qui veulent enfumer. Alors, c'est considéré comme du brûlage industriel. OK. Il faut faire une délivrance de permis. Mais lorsque le danger d'incendie est très élevé, lorsque la situation avec la tendance semble être au fait qu'on aura plus de feu de cause humaine ou de foudre, on va annuler ces permis de brûlage-là qui vont avoir été délivrés. En même temps, quand tu as délivré ton permis, tu sais qu'il y a un permis là, donc tu es en meilleure mesure pour vérifier, pour savoir, là, hey, il y a un permis là, taux de sécheresse, là, on cancelle. Mais c'est demandé dans nos bases terrestres et c'est très surveillé concernant les permis de brûlage. Effectivement. Et puis là, tantôt, là, la caméra n'était pas ouverte, mais tu m'as comme parlé qu'il y a des gens qui sont capables d'installer sur... Tu sais, que des fois, le feu passe, puis il y a des terrains qui n'ont pas été touchés parce que le terrain, peut-être que les gens ne le savent même pas, puis ont fait ça par hasard, mais on peut aménager notre terrain de manière à ce que ce soit plus sécuritaire. Peux-tu me parler de ça? Ça m'intéresse, j'ai un terrain. Effectivement. La façon, la meilleure façon pour protéger un chalet, en partant, on va élaguer nos arbres. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire élaguer, on va enlever à partir d'une certaine distance du sol les branches OK. pour éviter que si le feu, lui, qui se propage au sol, ben, monte en cime. Lorsque le feu monte en cime, effectivement, là, on va avoir une augmentation de la chaleur, après ça, de la propagation de l'incendie. Ça veut dire que si le feu reste au sol et qu'en même temps, autour de ton chalet, tu vas enlever là, tout ce qu'il y a de combustible. On va dire qu'on... Les herbes folles. Exactement. On va l'avoir rendu sur le minéral, sur le sol, sur de la terre. Bien, plus large la personne va en faire autour de son chalet, plus il va avoir de chances de sauver son chalet. Puisqu'il n'y a aucune continuité entre le feu et le combustible est plus présent. Pas de combustible, on enlève un élément du triangle du feu. Fait qu'à ce moment-là... le triangle du feu. C'est quoi le triangle du feu? Le triangle du feu, c'est les trois aspects qu'on a besoin pour faire un feu, qui est l'oxygène, le combustible et le comburant, puis l'étincelle. OK. C'est ce fait qui que est... quand tu enlèves un des trois, il y a moins de chances que ça Exactement. C'est en plein ça. Ouais. Et on parle même dans l'atténuation des risques, OK. évidemment, pour que nos infrastructures ne soient pas à la proie des flammes au passage d'un feu. Puis on l'a vu dans certains feux, là, le chalet du voisin était complètement détruit. Puis tu dis, bien, pourquoi le mien a résisté? Premièrement, la toiture n'était pas en bardeau, mais plutôt un toit d'aluminium. OK. La fameuse corde de bois qu'on aime avoir presque à côté de son à fauteuil. Côté, là. Eh bien, elle n'était pas sur la galerie, elle était plus loin. Oui, dans un bâtiment fait pour ça. Fait pour ça. La bonbonne du propane, le barbecue, est éloignée de la galerie, donc il n'y a pas risque d'explosion. Donc, c'est tous les éléments. Même nettoyer les gouttières. Nettoyer les gouttières, il se fait du paillis. Et lorsque des étincelles se dégagent au passage d'un feu, bien, ça peut mettre le feu à la résidence également. Oui. Mais c'est tellement intéressant parce qu'on ne pense pas à tout ça. T'sais. On a une maison, on enlève le paillis d'un gouttière, mais pas pour le feu parce que c'est pour l'eau. Oui, on ne réfléchit pas comme ça, mais c'est intéressant de se faire éduquer là-dessus. Quand même. Tout à fait. Puis, tu sais, on les pompiers, puis on est au courant qu'un peu partout, il y a des chalets
Oui, on va faire notre possible pour protéger le chalet de la proie des flammes. Mais justement, là, comme José a dit, nous, on n'est pas formés pour éteindre à l'intérieur des maisons ou quoi que ce soit, de un. Oui, c'est ça. Et de deux, il y a la complexité aussi du danger d'explosion avec les bonbonnes. Et non, les bonbonnes ne sont pas toujours situées à la même place. Plusieurs personnes qui possèdent des chalets sont portées à les cacher à proximité dans le bois de leur chalet. Ce qui fait que nous, les pompiers forestiers, ils ne peuvent pas aller sauver le chalet. Donc, de s'approcher, parce que c'est pas dans votre mandat, vous n'avez pas les mêmes techniques qu'un pompier. On n'a pas qui est l'équipement fait pour ça. nécessaire, contrairement aux pompiers de ville également. Oui. Et ce n'est pas une infrastructure stratégique. Ouais. Par exemple, protéger un hôpital, un aréna, une municipalité, eh bien, tous les bâtiments publics sont importants à protéger, tandis que le chalet, oui, c'est dommage, mais on a des limites de combat concernant la santé et sécurité également. Bon, on le voit même dans les villes. Là. Des fois, il y a une maison qui brûle, puis on ne pourra rien faire, fait qu'ils arrosent les maisons à côté pour sauver les autres maisons, parce qu'à un moment donné, ben c'est ça, là, on ne veut pas que ça se propage. Là. C'est quoi qu'il y a dans ce gros sac à dos-là? Ça, c'est un sac de transport de tuyaux. C'est pour justement en attaque initiale, mettons en sortant l'hélicoptère, comme je le disais tantôt, là, pour intervenir sur un feu dans les premiers instants. C'est des tuyaux qui sont installés à plat. Puis, mettons, en prenant le premier accord, tu peux marcher avec ton sac sur le dos, puis il va se vider au fur et à mesure. Ah, OK. C'est vraiment tu fais juste te connecter, puis tu marches avec ton sac. Tu as 4 os à l'intérieur. 4 longueurs de 100 tu pieds. marches. Exact. Ben, plus c'est léger. Plus c'est léger, fait que mieux c'est. OK. Fait que ça permet de faciliter le... Puis ça s'appelle probablement pas une hache. C'est un pool à ski. Un pool à ski. Ça, c'est quand on tombe généralement en maîtrise. Okay. C'est pour travailler les points chauds. Fait que, mettons, on aura de la hausse du tuyau sur tout le bord du feu, mais sur les feux de grande superficie, c'est compliqué de tirer de la hausse partout à grandeur du feu. Donc là, généralement, on va tomber aux outils manuels. Là, ça va servir de travailler, creuser, chercher les points chauds, mélanger avec du mouillé, de l'eau qu'on trouve, faire un peu de la bouette. Puis c'est avec ça qu'on travaille pour dégager les branches. Exact. Ça, c'est vraiment quand on tombe dans la maîtrise, c'est vraiment utilisé. Y a-t-il d'autres outils que tu utilises souvent et qu'on n'a pas ici, là? Une pelle qui peut accompagner le pool à ski pour creuser, mettons... Des tranchées? On avait vu ça à Subgamo, ils nous disaient on construit des tranchées. Ou c'est moi qui aurais fait ça? Oui, c'est possible. Mais ça, c'était les lignes d'arrêt mécanisées. Exact. Oui, nous autres, on va utiliser des lignes d'arrêt mécanisées au Québec. Une ligne d'arrêt mécanisée, c'est quoi? Ben, c'est le même principe que si on le fait au pool à ski, sauf que ta ligne, elle va être beaucoup plus large. On va encore une fois enlever, c'est toujours le principe d'enlever le combustible. Ouais. La pelle ou quoi que Et ce vous soit. faites ça avec, à la main? Ou, dans l'Ouest canadien, ils le font beaucoup à la main avec le pool à ski. C'est un objet qui est vraiment utilisé énormément, comme je vous ai dit en début d'émission. Nous, on utilise beaucoup l'eau. Par contre, dans l'Ouest canadien, il y en a moins d'eau. Fait qu'ils vont utiliser le pool à ski pour faire des tranchées, combattre le feu par le feu, etc. Mais l'année passée, ce que vous avez entendu dans les médias, lorsque vous m'entendiez dans les médias faire les commentaires sur les feux de forêt et l'état de situation, c'était des lignes d'arrêt mécanisées, mais faites avec de la machinerie forestière. Enfin, ça va plus vite. Oui, et puis c'était pour dégager des bandes beaucoup plus larges pour protéger les infrastructures. Il y en a eu dans le nord du lac Saint-Jean, on se rappellera, dans le secteur de la Dorée, Chibougamau, le Bel-sur-Quévillon, presque dans toutes les communautés qui étaient aux prises avec des feux et menacées par les feux de forêt. Des fois, on entend il y a des gens qui ne veulent pas quitter leur maison ou qui disent tu sais qu'on leur dit à ces gens-là. Non, mais tu sais, je sais pas, parce que j'imagine qu'ils... Je comprends, là. Je comprends, mais en même temps, ils viennent pas aider personne en restant là, tu sais, en voulant protéger ou rester là jusqu'à... Généralement, moi, je sais que l'an passé, sur les feux, on a vu du monde dans des chalets pendant que, normalement, ils étaient censés être évacués. Fait qu'on allait les voir, on était les sensibiliser, les informer sur la situation, mais je pense que la SOPFEU n'a pas l'autorité nécessaire, comme la police. Exact. On ne peut pas les obliger à quitter. On va les conseiller, on va leur partager notre expérience, notre savoir pour les convaincre à partir, mais on ne sera pas en mesure de les obliger à partir. C'est toujours dans le but de sauver le bien-être. Puis, je veux dire, oui, ça fait de la peine, c'est tannant de perdre un chalet, admettons, mais de perdre une vie humaine, c'est encore bien pire. Oui. Fait que autant nous autres, là, côté sécurité, on dit toujours, il n'y a aucun épinette qui
qui mérite d'être sauvé puis de donner une vie pour l'avoir fait. Ouais. Fait qu'on va toujours protéger notre sécurité. Mais quand on le demande à des citoyens de quitter le chalet, c'est pas pour les mettre dehors de leur chalet. C'est pour les amener dans un lieu qui est sécuritaire. Puis nous autres, à ce moment-là, on va pouvoir combattre l'incendie du mieux qu'on peut dans le but qu'il ne se rende pas à son chalet non plus. Quand on part dans le bois, là, je m'en vais à la chasse ou je m'en vais au chalet, peu importe, y a-t-il des choses qu'on devrait avoir? T'sais, on sait qu'une maison, il faut avoir nos détecteurs de fumée, mais y a-t-il des choses qu'il faudrait qu'on amène, à lesquelles on pense peut-être pas de transporter quand on s'en va dans ces lieux-là? Je ne penserais pas vraiment le point important, c'est de faire attention justement à ce qu'on fait nous. Ouais, c'est la ça. Cigarette, ce qu'on fait, les manœuvres qu'on fait. D'être vigilant, beaucoup de vigilant dans ce qu'on fait. Mais sinon, ça demanderait beaucoup de matériel à traîner avec soi pour... Mais juste une bouteille d'eau dans les premiers instants, c'est suffisant pour éteindre la petite flamme. Oui, le petit kit de survie, exact. Mais de ne pas vouloir aller dans les magasins ou d'aller sur Amazon ou quelconque application, de vouloir aller s'acheter une motopompe, un pool à ski et du tuyau pour éteindre correctement son feu. Parce que le comportement d'un feu, là, ça peut être très dangereux. Oui. L'an passé, il y a des gens, des propriétaires de l'autre chalet, les amis de la branche de n'importe lequel secteur, les amis du Lacron, il y en a plein au Québec des Lacrons. Ouais. Est-ce qu'on peut s'organiser et nous éteindre nos feux de forêt dans notre secteur pour vous aider? Alors, c'était vraiment un non catégorique. Ça peut être dangereux. Mais ce que je peux dire, c'est que à la Sopfeu, on a 194 stations météo qui calculent le danger d'incendie quotidiennement sur une période de 3 jours à la population et de prendre connaissance du danger d'incendie avant de s'aventurer en forêt. Ouais, tout le temps. Ça nous donne un bel aperçu et ça nous donne l'aperçu, est-ce qu'il y a un feu de forêt dans mon secteur? Même que souvent, pendant la période estivale, on sait que notre secteur, nord du Lac-Saint-Jean, Chibougamau, la Côte-Nord, est très occupé par les gens qui viennent chez nous parce que notre forêt est rayonnante, les gens aiment faire la pêche, aller à la chasse également, tout simplement se louer un chalet ou aller dans une pourvoirie. Eh bien, il y a des gens de l'Estrie qui m'appellent en disant « Madame Poitras, pensez-vous qu'au cours des prochains jours, il va y avoir des feux? » Donc, les gens s'inquiètent et s'informent beaucoup. Donc, il faut s'informer avant de s'aventurer. S'informer puis prendre aussi la bonne décision. Oui. Ben là, il va peut-être avoir... je vais y aller pareil. Non, tu sais, je veux dire, c'est pas grave de changer nos... c'est tout le temps triste de changer nos plans, mais je pense que... Oui. Puis on comprend les pourvoiries. L'année passée, on fermait la forêt de façon systématique. C'est une perte économique, mais un peu comme dit Jean-Sébastien, il y a des vies humaines également, puis on veut protéger toutes les infrastructures. Oui. C'est vraiment fascinant. Ce que vous faites. On a presque terminé, mais là, j'ai une question pour toi, Léo. Oui. Tu es français. Oui. Puis, est-ce que cette passion-là, c'était déjà commencé ou quand tu es arrivé au Québec, tu as réalisé que ça existait? Puis, est-ce que vous avez de même... tu sais, je veux dire, comment on compare? Parce qu'il y a beaucoup moins de forêts en France. Oui, exact. C'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de feuillus aussi, là. Ouais. Ça brûle moins. Mais j'étais pompier pendant 4 ans en France, puis généralement, les pompiers municipaux, c'est eux qui sont formés sur les feux de forêt également. OK. Donc là, c'est moins intense aussi. Là. Mais en arrivant ici, je suis venu pour faire mon cours de pompier municipal à sécurité incendie. OK. Puis on a un module feu de forêt là-dedans. Puis du coup, j'ai appliqué en tant que combattant auxiliaire, comme Jean-Sébastien l'a dit tantôt. Puis j'ai fait ma saison l'an passé en tant que combattant auxiliaire. J'étais là en soutien à la Sopfeu. Puis c'est ce qui m'a motivé de continuer dans cette voie puis d'appliquer à Sopfeu cette année pour peut-être faire carrière dans ce domaine-là. C'est fascinant. Puis tes amis là-bas, comment ils perçoivent ça? Ils aiment ça là, quand ils voient les vidéos que je leur envoie. Ils partent en camion, moi je pars en hélicoptère. Là, fait que c'est sûr ça fait une grosse différence, mais c'est ça qui est le fun, là, c'est voir d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner. D'autres territoires, là, parfois on est lâché en pleine nature sans rien autour, puis c'est ça qui est le fun, d'être autonome, débrouillard. Je trouve que c'est une collectivité intéressante parce qu'on entend tout le temps, tu sais, comme quand l'année passée, il y a des pompiers d'un peu partout qui sont venus aider, mais nous aussi, on est les premiers à aller aider dans l'Ouest ou ailleurs. C'est un échange.
C'est une belle expérience. Puis c'est pas un métier qui est monotone. Non, exact. On sait quand on part, mais on sait jamais quand on revient. C'est ça qui est. Il n'y a jamais aucun feu, il n'y a jamais aucune situation de feu qui est pareille à un autre. C'est toujours à recommencer. Oui, on a toujours Dame Nature qui est au-dessus de nous autres. On a toujours le type de peuplement. Est-ce qu'il est montagneux? Est-ce que c'est du résineux? Ainsi de suite. Fait qu'à chaque feu est nouveau. Puis à chaque feu nous apporte de nouvelles expériences aussi. Puis là, on dit la saison des feux, je trouve ça triste un peu, c'est parce qu'il va en avoir. C'est pas comme... c'est impossible. Ça commence à peu près quand la neige fond. Mais quand est-ce que ça arrête? Est-ce que la période de la chasse, c'est une période qui est dangereuse encore? Oui. Alors, ce sont des feux de profondeur parce qu'on est dans le déclin de la saison. On se dirige vers l'automne. Ouais. Et là, le feuillage commence à s'assécher. Ça fait une litière importante. Ouais. La foudre pourrait faire son action si c'est un automne très sec, mais on a toujours des feux de cause humaine. Alors, c'est pour cette raison que lorsqu'on entre dans ce créneau où on se prépare pour la chasse, où la chasse est en cours, eh bien, on a des messages de prévention, amateurs de chasse, faites attention, même à ceux qui ferment les chalets également, n'utilisez pas le feu en forêt, à proximité de la forêt, parce que le danger d'incendie peut être très important, même que il y a une année, on avait rappelé finalement des pompiers parce qu'on devait combattre un incendie quand même assez important au cours du mois de novembre. OK, quand même, ça peut aller jusque-là. Oui. Puis quand la neige commence à tomber, là, ça devient calme. Oui. Jusque... Là, il y en a de moins en moins de la neige, fait qu'on va voir où vous souhaitez. On ne vous souhaitera pas de travailler à l'année, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Hey, merci beaucoup de votre présence. Ça a vraiment été instructif. Donc, merci Léo Zech. Pompier forestier d'origine alsacienne, Jean-Sébastien Cousineau, agent de protection pour la Sopfeu, et José Poitras, agente à la prévention et aux communications pour la Sopfeu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est très instructif, puis j'espère que vous avez autant appris que moi, appris beaucoup de choses. Là. Des fois, on est un peu niaiseux dans la vie, mais c'est pour ça qu'il faut s'informer. Merci aussi d'avoir été là, et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.